Certaines rencontres bouleversent, d'autres nous bousculent et modifient le cours de notre trajectoire. Il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un mot, d'une phrase, d'une minute, d'une demi-heure pour changer le cours de notre vie. Dans cette série d'interviews inspirantes, je vous partage le parcours d'entrepreneurs, de personnes qui ont décidé de donner vie à leurs rêves. Ils vont vous partager les clés de leur transformation, leur réussite, leurs doutes et ce qui leur a permis d'oser. J'espère que ces rencontres vous permettront, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je suis Anne-Sylvie Dutry, formatrice et coach en prise de parole en public, créatrice du podcast et du programme Deviens artiste de ta vie, afin de retrouver confiance en vous et de développer votre leadership pour entreprendre votre vie. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Une image vaut 1000 mots. Comment se relever quand notre monde s'écroule ? Noël 2015, mon invité se réveille paralysé du bras et de la jambe gauche. Sa carrière d'artiste plasticienne est stoppée net. Après examen médical qui décèle de multiples lésions cérébrales, le verdict tombe, sclérose en plaques. Alors, âgée de 37 ans, le choc est terrible. À force de persévérance, elle devient championne du monde de mind mapping. Elle se consacre alors à la facilitation graphique et crée Graphic Easy. Sa pétillance, sa créativité, sa détermination et son courage lui ont permis de prendre une sacrée revanche. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Sophie Lepeneur. Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Sylvie. Ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Merci, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec moi et de pouvoir expliquer un petit peu ton parcours parce qu'on m'a parlé effectivement de facilitation graphique, mais ce qui m'importe vraiment, c'est comment tu as réussi à devenir artiste de ta vie. Alors, ma première question, c'est quelle petite Sophie étais-tu ? Effectivement, j'étais une petite Sophie qui n'avait pas tellement confiance en elle, qui a eu plutôt des enseignants, des professeurs qui lui ont dit qu'elle ne ferait rien de sa vie. Donc, elle y a cru à un moment donné. Elle s'est dit qu'effectivement, elle ne pourrait rien faire de sa vie. Sauf que cette petite Sophie-là, en fait, elle dessinait tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Finalement, on retrouve des choses dans ce que je fais aujourd'hui en te disant ça à ton micro. Alors, justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as su prendre confiance en toi pour te lancer dans un premier temps dans une carrière d'artiste plasticienne? Qu'est-ce qui a jalonné ton parcours d'adolescente, etc., pour justement retrouver cette confiance, ou peut-être qu'au contraire, tu t'es évadée dans ton monde artistique justement pour parler avec tes créations et pas forcément avec tes mots? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, justement, Anne-Sylvie. Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose. J'aime partager, j'aime le beau, j'aime fabriquer de mes mains. Donc, faire des choses, en fait, qui vont, mettre la beauté. En fait, quand on est face à la beauté, finalement, on a aussi, je trouve, comment t'expliquer ça ? On va avoir des jolis mots, on va créer quelque chose, en fait, un monde à la fois qui peut être imaginaire et réel, mais quelque chose de beau et de joli. Finalement, c'est quelque part pour moi une façon de contrer les mauvais mots, la négativité. Je suis une éternelle optimiste, donc tout ce qui est négatif, je fais attention, en fait, j'ai envie que les gens voient le même monde que moi, je vois, en fait, et que je suis en train de créer, de façonner, évidemment, à mon image, c'est-à-dire avec de la couleur, avec de la joie, avec de la confiance et de la créativité. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait que mon parcours, en fait, moi, je suis passée par les Beaux-Arts, et donc dans chaque chemin, en fait, on croise quand même, j'ai parlé des enseignants qui m'avaient plutôt mis des bâtons dans les roues, mais j'en ai aussi croisé certains qui m'ont mis une main juste là, posée, qui m'ont permis de faire une grande enjambée pour aller sur le chemin qui me correspondait. Donc, merci infiniment à eux, en fait, puisque j'en ai eu tout le long de mon parcours, voilà, de belles rencontres qui ont fait que j'ai pu croire en mes rêves. Mes rêves se sont construits au fur et à mesure. J'ai aussi rencontré Guillaume, mon mari, qui a énormément participé aussi à ce que je puisse grandir dans ce qui me plaît au plus profond de moi-même. Donc,
Très bien. Alors justement, tu commences ta carrière donc en tant qu'artiste et je l'ai précisé dans mon introduction, à un moment donné, un événement auquel tu t'attends pas du tout vient bouleverser justement ton univers, ta famille, ton environnement. Dans quel état d'esprit tu t'es mise pour pouvoir te dire ok, quel a été ton cheminement intérieur et personnel, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui vivent des moments très douloureux comme tu as pu le vivre, et tu es un témoignage justement de ça, de se dire il y a des moments où on touche le fond et avec le courage et la persévérance et aussi le soutien certainement de ton entourage, on arrive à remonter la pente. Qu'est-ce qui a été déterminant pour toi à ce moment-là, après l'annonce de ce diagnostic où on se dit on a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais là elle est encore plus rapide, descendue plus rapidement que les autres d'un coup. Qu'est-ce qui t'a permis de te dire ok, je respire à mon coup? Alors peut-être tu as respiré plein de moments pour pouvoir rebondir, mais qu'est-ce qui a été déterminant pour toi? Alors, ce qui a été déterminant, c'est de laisser le pleur sortir. Quand j'ai eu l'annonce en fait à l'hôpital, c'est vrai que j'ai évacué en fait. Voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour pouvoir rentrer chez moi plus forte. Donc, qu'est-ce qui a fait que effectivement, le soutien familial qui était inconditionnel, et c'est là aussi gratitude, merci infiniment pour le soutien à la fois de mes parents, mes beaux-parents et puis mon mari et mes enfants. Effectivement, après, ce sont mes enfants, et voilà, je ne voulais pas rentrer abattue, sauf que j'ai quand même mis 6 mois à vraiment retrouver toutes mes fonctions et à pouvoir faire des activités à peu près normalement. Et puis, donc, voilà, toute cette période-là, en fait, c'est une période où j'ai ressenti une espèce de flottement. Voilà. Et là, je me suis dit, OK. Et à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au sein de notre cocon familial, à un moment donné, on repose les bases, on se dit, voilà, qu'est-ce qui est réellement important dans la vie, finalement? Est-ce que c'est entre guillemets, s'abîmer au travail, hein, ou bien est-ce que passer aussi ce temps familial, ce temps soudé ensemble, est-ce qu'il n'est pas aussi tout aussi important? Donc finalement, à un moment donné, voilà, je me suis remise un peu sur moi, au fait, qui suis-je et qu'est-ce que j'aimerais réellement faire et c'est quoi mon feu sacré, ma passion de tout le temps? Donc, quelques années passent, hein, ça n'a pas été tout de suite, mais en 2019, j'ouvre un livre de Tony Buzan et qui me parle en fait au plus profond, puisqu'à un moment donné, il parle de la carte mentale aussi pour les personnes qui ont des maladies neurologiques, afin de les aider en fait à passer, à surmonter les obstacles, à entretenir leur cerveau, à tout le temps être dynamique. Ah, alors là, j'avoue, je m'en souviendrai toute ma vie. Je peux dire exactement où, comment, dans quelle position j'étais, ou qui était à côté de moi. Voilà. Et là, je fais voilà. Donc, je commence à mettre le doigt dans la pensée visuelle, et puis après, ça ne m'a plus quitté. Comme une force, en fait. Je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu fou de me remettre à fond dans l'illustration, dans le dessin, dans tout ce qui concerne l'apprentissage visuel, qui demande quand même des compétences intellectuelles, etc. Et si, voilà, c'est le et si j'ai à nouveau un épisode où je peux plus dessiner, et si j'ai à nouveau un épisode compliqué, je dirais. Mais en même temps, en fait, on peut pas mener sa vie sur un éventuel problème. Voilà. Donc, en fait, moi, je commençais déjà à vivre avec. Bon, je me suis dit, je poursuis mon hygiène alimentaire, mon hygiène de vie, et puis j'y vais à fond parce que c'est ça mon feu sacré. Parce que c'est comme à un moment donné, j'ai comme eu une vision de mission plus grande que moi que je devais accomplir. Tu vois, souvent on dit et si tu te retrouves sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu voudrais faire comme point? Et jusqu'alors, c'était plus ou moins flou, plus ou moins vague. Ah non, mais maintenant c'est déterminant. C'est avant de mourir, je veux avoir créé la journée de la pensée visuelle à l'école afin de transmettre, de diffuser, d'être à l'initiative d'un mouvement national autour de cette pensée visuelle qui
qui est une aide précieuse en fait pour les jeunes, pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes qui n'ont pas de maladie, mais des adultes qui ont aussi des maladies ou des adultes qui peuvent avoir des maladies dégénératives afin de grandir, de s'épanouir, d'avoir joie, d'avoir la confiance et d'être créatif. Et ce que tu disais, merci aussi, parce que c'est vrai que c'est un mode d'apprentissage incroyable. J'en discutais avec mes étudiants, parce que c'est vrai que tu as des élèves qui sont parfois dyslexiques, donc les mots, c'est compliqué. Donc de pouvoir dessiner, alors toi, c'est vrai que tu rajoutes des bulles, etc. Mais ça peut permettre à certains ou certaines personnes qui n'ont pas la même, le cerveau branché de la même façon, avec ou sans souci, entre guillemets, ou problématique, mais ça permet aussi d'apprendre plus facilement, de retenir les thématiques principales. Si pour les personnes qui nous écoutent, vous avez des enfants qui ont du mal à apprendre une leçon, à retenir, etc., c'est vrai que ce que tu proposes dans tes ateliers ou autres, ça permet à l'enfant déjà de travailler avec la créativité, parce que c'est chouette, c'est sympa, c'est festif, c'est créatif. Ça oblige aussi à aller mettre je parlais d'aller dans le dessin pour pas mettre de mots sur des mots, mais à l'inverse, ça permet de mettre des images sur des concepts, sur des notions. Et c'est vrai que pour les élèves qui bachotent parfois, arriver au moment du bac ou des examens, ça permet aussi, quand on a appris à travailler avec la pensée créative, de se dire, tiens, je peux très bien faire tout un cours qui peut faire, je sais pas moi, 5 ou 6 pages ou voire plus, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'événements, donc tu remets des conférences en dessin, et c'est juste ce que fait Sophie. Allez voir, je vous mettrai tous les liens, c'est juste magique. Et ça permet justement de réconcilier peut-être aussi certains élèves avec l'apprentissage. Complètement, c'est exactement ça. Ça permet de réconcilier, et puis en fait, on se retrouve avec un apprentissage visuel. En fait, on traite, la plupart du temps, on traite en images. Notre cerveau traite les informations en images. Donc, voilà, on y met des mots-clés, on se fait confiance puisqu'on n'y met pas la phrase complète. Du coup, on se fait confiance sur la compréhension. On va tisser des liens entre les informations et on va finalement rendre visible ce qui est invisible. Quand on parle de concept, ça peut être un peu difficile à aborder. Et en plus, on va gagner en charge mentale. C'est-à-dire que quand on est sur une mind map ou une sketchnote, etc., tout ce qui concerne en fait le domaine de la pensée visuelle, on vient apporter une image au cerveau, une image complète, avec toutes les informations nécessaires à retenir. Eh bien, le cerveau va retenir cette information-là comme une image complète. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas avec un texte long et fastidieux à retenir, et si jamais on oublie un mot en plein milieu et on ne sait plus où est-ce qu'on en est en fait, eh bien là on va se retrouver avec une image. Finalement on ferme les yeux, on se dit ah oui, en haut à droite, dans la branche de couleur rouge, ah oui, mais en bas à gauche, et on spatialise et on va justement alléger en fait toute cette charge. Et c'est vraiment intéressant pour l'avoir vu en plus parce que j'ai posé des questions à Sophie quand on s'est revus, puisqu'on s'était rencontrés nous en 2019. On a eu la chance de se revoir cette année. Et je lui dis, mais tu fais comment? Parce que quand on doit, en fait, c'est ça aussi, je pense, dans la compréhension. Il y a le fait de mettre en dessin, mettre en mots. C'est un peu, tu vas me dire si la comparaison est judicieuse ou pas, mais quand on s'était vu au mois de février, je t'ai posé la question de te dire, mais comment tu fais pour suivre le fil? C'est un peu comme quelqu'un qui fait une traduction. Tu as le mot, tu dois continuer à entendre la phrase, et tu vois, tu continues tu es en train de dessiner et que la personne sur scène est encore en train de parler. Donc, c'est vrai explique-nous un petit peu comment, justement, tu arrives à continuer le fil et pas le perdre, justement. Oui, ça, c'est... ça demande une forme d'habitude, c'est certain. Je dirais que moi, j'arrive à faire tout ça maintenant parce que j'ai une parfaite maîtrise de la carte mentale. La carte mentale, je l'ai, comme on dit, j'en ai mangé parce que j'ai participé à 2 championnats. C'était vraiment mon intention était de relever un défi envers moi-même, puisque sachant que j'avais plein de lésions au cerveau, je me suis dit comment je vais faire maintenant pour utiliser tous mes chemins neuronaux qui demandent peut-être parfois un peu de, c'est parfois un peu plus lent d'arriver à la même information. Donc la carte mentale, parce qu'on va utiliser, on va aller à l'essentiel. Et comme aimait le dire Tony Buzan, c'est vraiment le couteau suisse du cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'il vous sert à tout. Donc,
En fait, moi, quand je suis, par exemple, sur un événement et que je dois synthétiser, hein, ça va être la même chose qui va se passer sur un jeune qui doit synthétiser un cours. Si jamais l'enseignant n'a pas donné vraiment de directives ni de chapitrage très, très précis, eh bien, il faut... En fait, vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes en écoute active, hein, il n'y a plus rien qui se passe autour. Vous êtes vraiment seul avec la personne qui parle. Et lorsque vous avez le message... En fait, il y a des mots de référence ouais, qui vont vous indiquer que cette partie-là va être importante. Souvent, le conférencier va vous dire « Ah, alors, je tiens tout de même à vous préciser. » Bon, là, vous avez une écoute particulière, évidemment. Et puis, parfois, ça va partir dans plus des exemples qui vont venir juste vous aider dans l'illustration et visuelle. Mais cependant, c'est comme si en fait j'avais deux bandes passantes au même moment et je fais un tri dans le cerveau, je conserve, je viens piocher en fait les mots-clés qui sont importants et le reste passe. Et en fait, le reste ne vient pas dans ma mémoire de travail, je les élimine tout de suite. Ce qui fait que j'ai encore de la place de mémoire de travail pour y glisser quelques autres mots-clés. Dans la mémoire de travail, on dit qu'on peut retenir, ça dépend, mais avec entre 5 et 7 informations en une seule fois, mais après, il passe en fait. Moi, à partir du moment où c'est mis sur le papier, ça passe. Donc finalement, il y a un jeu comme ça qui s'opère au fil de la discussion, de la conversation et des mots qui sont donnés par l'intervenant. Et en fait, ce que tu fais, et c'est vrai que sur des événements, ça va être des fresques, et c'est juste, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment génial. Et ce qui est important aussi de préciser, je pense, par rapport aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui veulent s'initier à ça ou qui se disent, est-ce qu'il faut savoir dessiner, Sophie, pour pouvoir faire de la carte mentale? Eh bien, non. Alors, d'une part, premièrement, on pourrait redéfinir c'est quoi le dessin. Souvent, il y a un petit blocage qui est opéré au niveau du primaire parce qu'on va être en attente d'un dessin qui ressemble à. Et puis finalement, si on se souvient de fameux peintres qui recherchaient finalement le trait enfantin pour retrouver une forme d'intuition en fait dans le dessin. Quoi qu'il en soit, il y a des techniques évidemment de traits, facilité, de simplification en fait d'un élément quel qu'il soit. Un élément que l'on veut représenter. Hein. Donc ça s'apprend, c'est extrêmement simple. Donc non, il ne faut pas, il n'y a pas d'obligation à savoir dessiner. Après, si vous avez l'appétence pour dessiner, eh bien, malgré le fait que la carte mentale, la mind map, a beaucoup de règles, en fait, quelque chose c'est une image un peu rigide dans lequel on va remplir en fait toutes ces informations-là. On peut aussi s'éclater au niveau créativité. Ça donne un cadre. Et dans un cadre, finalement, c'est assez rassurant et on peut vraiment exploser également sa créativité. Donc, c'est double, on gagne sur les deux tableaux. Hein. Au début, peut-être qu'on y rentre en se disant « mais je ne sais pas dessiner », mais vous allez pouvoir mettre de la couleur et des mots-clés. Et petit à petit, peut-être un picto, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà, on se détend. Et à un moment donné, on se rend compte que finalement, ça vient stimuler sa créativité. Et donc là, on en revient à la boucle, on revient à l'entretien aussi de notre cerveau, à la fois pour l'information, pour l'apprentissage, mais aussi pour garder une dynamique, en fait. Et synthétiser, comme tu le disais, parce qu'en fait, souvent, ce qui va être, tu es obligé d'aller droit au but pour les personnes qui ont tendance à faire des longues phrases. Un dessin, point. C'est ça. Et parfois, on peut même remplacer le mot par le dessin, et c'est là où on se rend compte que ça fonctionne hyper bien. Mais regardez autour de vous, hein. Quand on regarde autour de nous, ne serait-ce que les panneaux de circulation, voilà, on est entouré de pictos qu'on comprend sans avoir besoin d'explications en long, en large et en travers. Tout à fait. Alors, merci justement de ton partage. Et je voulais revenir quelques instants sur ta résilience, ou en tout cas cette capacité de battante que tu as eue, parce que c'est vrai qu'on a des personnes, mais j'ai le cas d'étudiantes ou de jeunes personnes très jeunes qui peuvent être confrontées à la maladie, et quel que soit l'âge, on souhaite ça à personne, mais c'est vrai que du coup, quand ton monde t'écroule, quand tu as 20 ans, 25 ans, et je trouve que tu es un bel exemple de réussite, d'avoir
transformé quelque chose, tu t'es réapproprié aussi ton cerveau, comme tu le dis, puisque les chemins neuronaux, tu les as t'as remis des panneaux de signalisation à d'autres endroits peut-être, pour justement transformer ça. Et c'est un beau message de se dire, voilà, et tu aurais pu aussi t'apitoyer entre guillemets sur ta situation qui était logique dans la situation où tu te retrouvais avec quelque chose de douloureux. Comment cette pulsion, j'allais dire, de vie, elle est venue, tu parlais de mission. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est, là, je tiens un truc, je lâche pas et je continue et j'avance et ça te... Quand on te voit et que tu souris, voilà, t'es quelqu'un de très pétillant, t'es quelqu'un de... Voilà, tu rayonnes de joie de vivre et je trouve ça chouette. Alors, où t'as été puiser tout ça? Alors, où est-ce que j'ai été puiser tout ça Peut-être qu'on pourrait citer dans l'amour, en fait, déjà, puisque ma famille, mes enfants, mon mari, ce soutien-là inconditionnel, finalement, fait qu'à un moment donné, vous vous relevez, et puis vous vous dites, finalement, ça va aller, et puis pourquoi ça n'irait pas? Oui, ça va aller, et je voulais montrer aussi à mes enfants que c'était possible. Voilà, maman, elle se relève, elle se redresse. Après, elle se redresse, elle fait quoi? Effectivement, j'ai senti comme une puissance, quelque chose de hyper fort en me disant, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je dois faire. C'est ce que je dois faire là. Un peu comme si vous vous retrouvez devant quelque chose où vous n'avez même pas le droit de dire non. Donc, eh bien, moi, j'y suis allée. Je suis plutôt assez... j'ai toujours été peut-être assez battante aussi. Alors, de nature, ouais. Et ce qui est assez étonnant, et ça, c'est vrai que en fait, j'en ai jamais parlé, je crois, mais quand j'avais 16 ans, j'ai été à une rencontre qui avait été organisée par mon collège. Je me souviens pas forcément de beaucoup d'épisodes du collège, c'est pas forcément une période que j'ai beaucoup appréciée, mais je me souviens d'avoir été à un partage, en fait, d'un homme qui avait une sclérose en plaques. C'est fou, hein? Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'était toujours resté en tête. Et je me souviens de ce gars qui dit que, en fait, tout est possible, que des fois, il s'effondrait et qu'il se retrouvait en fauteuil, mais que un an plus tard, il marchait. Et alors moi, je ne comprenais même pas comment ça pouvait réellement être possible. Et puis, il disait, il montrait une forme il était battant, en fait. Et quelque part, je ne sais pas, comme si ce témoignage-là m'avait toujours un peu accompagnée, sans que je me rende compte finalement qu'à un moment donné, c'était un peu à mon tour d'avoir cette épreuve et de savoir que d'autres personnes ont pu vivre cette épreuve. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il y a une forme d'acceptation à un moment donné qui doit venir aussi, d'accepter que parfois, vous êtes fatigué et ce n'est pas possible. Donc, ce jour-là, c'est plutôt repos. Et c'est... Voilà, c'est peut-être ça qui met quand même assez longtemps pour moi, j'ai mis du temps à accepter ça, en fait, à me dire, en fait, je serais plus efficace si je fais une sieste régulière, des siestes régulières. En plus, c'est très bon, hein, même pour tout le monde, mais que de rester à vouloir un peu, entre guillemets, nier et me dire, non, ça va aller, et puis je dormirai mieux ce soir. Et en fait, non, on ne dort pas mieux le soir, en fait, on dort moins bien. Donc voilà, donc effectivement, il y a en fait ce qui n'est pas évident, ce qui est la partie compliquée de cette maladie, c'est qu'elle est ce qu'on dit une maladie invisible. Sauf que moi, je le sens, je le vois. Comme tu dis, tu as pris des chemins de traverse, tu as rebalisé ton cerveau. Oui, mais parfois, je le sens, en fait. Je me dis, et là, ça va me demander un tout petit peu plus de temps. Hop, là, ça y est, c'est parti. Donc, faire la paix avec ça, je pense que c'est aussi un long chemin. Mais quand on commence à trouver en fait un petit peu cette paix, eh bien, on peut être pleinement concentré sur son intention, sa mission, ses envies en fait, dans la vie, et d'aller chercher au fond de soi-même finalement ce qui va notre feu sacré en fait, ce qui va nous permettre de faire ce nouveau départ. Et puis moi, je le vis. Pour moi, c'est important de partager à la fois ce parcours-là, mais aussi cette passion pour la pensée visuelle. Et plus on partage, et plus on rencontre des belles personnes, et plus il y a cette énergie positive, et ainsi de suite.
tu vois, quand on s'est rencontrés à l'événement en 2019, voilà, c'était un coup de foudre. Oh, génial, excellent. Tu as tout de suite compris à un moment donné qu'il y avait une intervenante que j'admirais. Donc, hop, à un moment donné, tu m'as ouvert la porte et voilà, facilitatrice aussi de rencontres et d'énergie positive, ce que tu fais toi aussi. Merci. Et c'est l'idée, c'est vrai que l'idée, ces rencontres insolites, c'est de faire partager des histoires de vie, parce que je pense qu'on a tous à... En fait, c'est vraiment en travaillant beaucoup sur de la prise de parole en public avec mes étudiants, en atelier, etc., je m'aperçois que beaucoup de personnes se disent « j'ai rien d'intéressant à dire ». Mon histoire n'est pas importante. Déjà parce que parfois certaines n'ont pas confiance en elles. Et en fait, je ne cesse de répéter que c'est leur histoire, c'est leur parcours de vie, c'est le terreau en fait. C'est ça qui fait qu'elles ont parfois des histoires formidables, en plus en émettant leur propre énergie. Mais c'est vrai que ça me surprend souvent que les gens me disent « mais madame, j'ai rien à raconter, enfin, tout le monde s'en fout de mon histoire ». Ben non en fait, parce que le fait de partager son histoire, de te rendre compte que pour d'autres c'est possible, tu te dis « ah ouais, mais en fait c'est ça ». Et c'est l'idée, c'est vraiment mon intention première, c'est de partager au plus grand nombre pour que les gens se disent, mais si elle a réussi, ben, en fait, on est des gens, les gens que j'interviewe, ce sont des gens comme toi et moi. Et ça aussi, ça permet aussi de relativiser parce que j'en parlais hier, j'étais en réunion dans un groupe de femmes, etc. Et on parlait d'interview et une dame elle dit, mais comment je fais pour interviewer telle personne et elle est connue, pas connue. Mais les gens, avant d'être connus, ils étaient déjà des inconnus. Et ça permet simplement, je pense qu'il faut y aller avec le cœur. Et comme tu dis, quand je t'ai dit, la conférencière que tu adores, elle est là, je me suis même pas posé de questions parce que pour moi, c'était évident. C'était peut-être plus facile pour moi de faire le point de jonction, j'allais dire. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment indispensable. Comme la vie, elle est parsemée de belles rencontres. Enfin, on s'est rencontrés à cet événement, il y a eu d'autres personnes, on s'est revus. Enfin, je pense quand on voit le parcours des gens, des fois, il y a des gens qui me disent j'ai un parcours tout tracé. Puis il y en a d'autres, j'ai fait une rencontre par-ci, donc je suis partie là, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ci. Et par rapport à ça, justement, dans ton parcours de vie, depuis ton rêve d'enfance et jusqu'à aujourd'hui, si tu avais 3 clés pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent peut-être encore la question de se dire ou qui se trouvent aussi parfois des excuses parce qu'on a tous des enfants grands, c'est pas le moment, etc., etc. Ce serait quoi tes 3 clés pour dire allez, si vous avez envie, foncez. Extrêmement intéressant. Eh bien, déjà d'écouter ton podcast, parce que effectivement, moi, je me suis aussi beaucoup inspirée de parcours des autres, en fait. Plus on écoute et puis on se dit ah oui, ça m'inspire, tu sais, ça m'inspire. Ah ouais, eh bien, et pourquoi pas moi? Et paf, ça permet de passer peut-être une étape qui peut être un petit peu complexe ou un peu délicate à passer ou un petit manque de confiance qui demande juste un petit balisage. Donc d'écouter des parcours inspirants, de partager un peu ce qui nous anime autour de soi, parce que on va parfaire un peu son discours, se rendre compte que les gens vont nous poser des questions et puis créer de l'interaction, des liens, et puis peut-être quelqu'un va vous dire mais ça pourrait peut-être intéresser un tel ou un tel parce que justement on en parlait récemment. Donc partager, donc écouter écouter, partager et prendre le temps, je dirais. Prendre le temps d'aller à la rencontre de son feu sacré, parce que ça demande du temps. Et voilà, c'est pas clic-clac du jour au lendemain, ça demande un petit peu de temps de trouver ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, en fait. C'est tout à fait ça. Et alors, juste pour l'anecdote, les gens qui me connaissent et qui savent que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai fait il y a quelques années une retraite en silence. Alors oui, je sais, ça fait... Et par rapport à ce que tu disais, Sophie, c'est vraiment d'aller prendre ce temps. Parce qu'on est tous hyper connectés, tout va vite, etc., etc. Et même quand on est en vacances, il y a des personnes qui vont dire j'ai pas le temps, je me déconnecte, on ne prend pas forcément le temps de se dire qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui. Parce qu'en fait, et puis peut-être que ton projet, notre envie n'est pas la même qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans.
Donc ça aussi, c'est important de se dire aujourd'hui, la femme que je suis ou l'homme que je suis ou l'ado, etc., c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Et par rapport à ce que tu expliques, je trouve ça très intéressant, c'est de permettre aussi aux plus jeunes de s'autoriser, parce que parfois l'école, je le dis souvent même à mes étudiants, je ne suis pas forcément en raccord avec certaines œillères, entre guillemets, parce qu'il faut rentrer absolument dans le moule. Et je passe mon temps à dire à mes étudiants, moi, ce qui m'importe, c'est que vous valorisiez votre différence. Parce que quand ils ont tous un même diplôme à l'issue de la formation, ce qui change, c'est pas le diplôme, c'est qui ils sont. Et par rapport à ce que tu expliques, c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à qui je suis. Je vois les choses peut-être différemment. Toi, tu vois le monde en couleur avec tes crayons, etc. Parce que c'est ça aussi, il faut voir la palette de couleurs et tous les personnages. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ton univers parce que c'est très simple. Il y a un côté enfantin, mais c'est le mot enfantin, je voudrais vraiment le mettre dans le bon côté, c'est que c'est très poétique. Quand tu fais des fresques, quand tu fais des... Waouh, tout de suite, ça parle à tout le monde, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette dans ce que tu proposes, en fait. Oui, puis j'aime utiliser aussi un peu tous différents niveaux, en fait. Quand on regarde une fresque, on a à la fois une image poétique plutôt générale qui va poser une forme de contexte, nous mettre dans une certaine ambiance. Et puis après, quand on se rapproche, on va venir chercher l'information plus concrète, en fait, que de ce qu'elle nous a donné l'intervenant. Tout à fait. Hein, conserver, en fait, son soi, puisqu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, justement, on est amené à devoir le trouver, le chercher. Donc, plus on a cette habitude de se questionner, de se dire, bon, alors est-ce que ça, c'est... d'écouter son intuition aussi. Hein, l'intuition, elle est là. Voilà, qu'est-ce que ça me fait, moi, au fond de mon corps, si je prends cette décision-là? Est-ce que ça vibre ou est-ce que c'est bof, en fait? Est-ce que ça me stresse ou est-ce que... Voilà, d'essayer de savoir... Voilà, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est entre guillemets un bon stress qui va nous faire passer une étape ou est-ce que c'est un stress pas très constructif? Donc voilà, et s'entourer avoir un entourage positif aussi sur ce qu'on est prêt, ce qu'on a envie de mener. C'est vrai que le soutien est important, mais quoi qu'il en soit, ce que je dirais vraiment, c'est écouter ton podcast, partager et puis prendre le temps. C'est vrai que prendre le temps, ça devient presque quelque chose c'est un luxe. C'est presque un luxe, effectivement. Et ce que j'aime aussi, moi, dans ma transmission aux ados, mais tout comme aux adultes ou aux familles, en tout cas, c'est que la pensée visuelle permet aussi d'élaborer des questionnements. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme tu le dis justement, un diplôme, bon, voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont le même diplôme, mais se poser des questions, développer son esprit créatif, ce qu'on appelle les soft skills, eh bien, c'est quelque chose qui est très recherché aussi au sein des entreprises. Donc, ce n'est pas à laisser de côté, bien au contraire, en fait, c'est plus à développer. Alors justement, pour revenir sur ton parcours, je disais en préambule que tu as été championne du monde de mind mapping. Par rapport à tout ce que tu as vécu, ce jour-là, quand tu as su que tu étais championne du monde, qu'est-ce qui se passe? J'allais dire dans ta tête, dans ton corps. Comment tu as pris la nouvelle et qu'est-ce que ça a changé pour toi? J'ai fait « Oh !» J'ai pleuré. Et oui, et bien qu'est-ce que ça a changé? C'est venu renforcer que j'étais au bon endroit. Que j'étais au bon endroit et c'est venu en fait, c'est devenu tellement puissant en fait, c'est assez difficile à expliquer cette envie de transmettre aux plus jeunes. En fait, après, j'ai fait une équipe ado aussi d'entraînement pour les championnats. Ensuite, j'ai accompagné Anaïs également. Voilà, qui a également devenu championne. Et puis cette année, on a fait à toutes les deux, on a uni nos forces pour accompagner 3 jeunes qui ont tout explosé. Donc ma fille est devenue championne du monde junior. J'ai vu l'info passer. Ilona est devenue vice-championne et puis Baptiste a eu un très bon résultat également. Donc voilà, moi la transmission pour moi est devenue hyper importante en fait. Vraiment au cœur. Oui, une évidence. Là maintenant j'ai
j'ai exploré en fait la plupart des milieux du monde de la pensée visuelle. Et maintenant, mon intention est de créer en fait, c'est pas mon intention puisque je suis en train de créer la journée de la pensée visuelle qui aura lieu à la rentrée 2023 pour l'année 2023-2024. Et donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter parce que voilà, ça va être quelque chose qui va être diffusé au sein des écoles pour voilà, permettre en fait à chaque jeune de poser visuellement finalement ses intentions sur son année scolaire et sur des thématiques précises qui seront données pour les jours J, quoi. Alors, je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport au moment où tu as eu le résultat. Oui. Et parce que tu parlais de feu sacré, de se reconnecter à soi, de mission de vie, de savoir pourquoi on est. Est-ce que ça t'a permis de te réconcilier avec ce corps qui, à un moment donné, peut-être, je ne sais pas si c'est tu as senti une trahison quand tu as eu le verdict, mais te dire, est-ce que ça t'a permis, toi, de te reconnecter avec une partie de toi, de fait d'avoir réussi à passer toutes ces étapes et de te dire, yes, ça y est, je l'ai fait, je suis arrivée, j'ai réussi à remonter en selle. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis là, mais moi, ça m'a pris un peu plus de temps quand même. Ça m'a pris un peu plus de temps. Poser la question parce que c'est vrai que parfois, quand on vit une maladie, etc., on se dit pourquoi moi. Enfin, je pense qu'on a plein de pensées en se disant, parce que peut-être culpabilité par rapport à la famille. Enfin bref, justement, il y a ce corps qu'il faut qu'on se réapproprie. Là, c'était plus quelque chose d'invisible, mais c'est pareil pour des personnes qui peuvent avoir des dommages visibles. Voilà, est-ce que ça t'a permis aussi de te réconcilier avec une part de toi? Alors, une part qui dit yes, ok, je me suis prouvé à moi-même que c'était bien là et que ça fonctionne et que j'ai quelque chose en fait à apporter aussi au monde du mind mapping, même dans le cadre des championnats. Et ça demande quand même moi, en tout cas, ça m'a demandé beaucoup de temps. Je dirais que c'est aussi couplé en fait au partage et à la transmission. Finalement, de voir moi mes élèves se transformer, d'avoir des jeunes qui retrouvent le goût d'apprendre, de me rendre compte que j'ai des adultes qui utilisent la carte mentale tout le temps, de voir l'impact que peut avoir une fresque sur un environnement peut-être même de préfecture extrêmement sérieux, à quel point en fait ça peut venir toucher le cœur, finalement, toucher le plus profond des personnes aussi qui vont regarder ces synthèses-là. Je dirais que c'est plus c'est là en fait où je vais venir puiser finalement ma confiance et dire que oui, ok, eh bien maintenant c'est parti, j'apaise, j'accepte, j'apaise, plus j'accepte finalement et plus c'est doux, et plus c'est doux et plus j'ai de l'espace aussi pour me consacrer à toutes mes activités. Donc voilà, c'est vraiment, oui, ce lien aussi avec l'autre, le partage d'aider les jeunes, les personnes que j'accompagne à grandir. Quand je dis à grandir avec joie et confiance, c'est vraiment finalement peut-être à trouver leur feu sacré à eux aussi. Et puis de pouvoir avoir justement rencontré une personne qui va les aider sur leur chemin. Et puis après, ils partent faire justement ce qu'ils ont à faire. Et je veux plus, en fait, parce que moi, j'ai des jeunes qui arrivent et qui perdent confiance parce qu'ils n'ont pas les bonnes techniques ou qui perdent confiance parce qu'ils se rendent le dessin n'était pas forcément accepté pendant les cours, etc. Moi, je leur redonne les outils et la force de pouvoir continuer, de grandir et de gagner du temps, en fait. Parce qu'on gagne du temps avec la pensée visuelle. On est beaucoup plus efficace, on gagne du temps. Donc, qu'est-ce qui reste ? Plus de temps pour ce qui leur fait plaisir. Oui.
C'est ça, parce que le bachotage, moi je me souviens, hein, quand je faisais mes fiches quand j'étais au collège, je réécrivais tout le cours, mais sur des toutes petites fiches. Donc, pas de mouche. Donc, et j'arrivais à y glisser quand même quelques mots en fluo pour ne pas perdre le fil, mais voilà. Donc, quel temps perdu. Alors justement, par rapport à ton parcours, tu disais ça a permis aussi de remettre en perspective les priorités et depuis peu, vous avez décidé en famille de partir vivre en Espagne. Alors justement, comment on s'autorise à faire ça? Parce que peut-être qu'il y a plein de gens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parfois on cherche des excuses. Ça a été quoi votre moteur justement pour passer le cap, de dire allez, on part tous, on déménage au soleil parce que c'était un vrai choix? Et oui, effectivement, c'était un nouveau challenge de cette année. Alors, qu'est-ce qui a été le moteur? Alors, nous, on a toujours aimé voyager. Voilà. Et puis, effectivement, le Covid est arrivé. On est resté longtemps sans voyager. Mais ça a remis aussi un peu en cause, en question, je vais dire, notre façon de voyager. On s'est dit, bon, on voyage, en fait, on picore, quoi. On picore le buffet. D'accord. Et si on allait apprendre à cuisiner, en gros, il demande finalement un peu plus de temps. Et on s'est dit, et si on allait, et si on voyageait, mais finalement on s'installait. Ah oui, on essaye 3 mois, d'accord. Ah oui, mais 3 mois, les enfants, l'année scolaire, ça va peut-être être compliqué. Ah ouais, donc on fait une année scolaire, puis on teste, et puis on voit. Et donc, ça a été aussi un challenge au niveau de l'entreprise, parce que Guillaume, mon mari, lui développe la partie protéger le bois avec des huiles 100% naturelles. Et c'était de s'organiser suffisamment bien pour pouvoir partir et confier en fait ce qui reste de l'activité en France à notre salarié, voilà, créer aussi cette confiance, etc. Et puis, cette envie aussi de vivre cette aventure en famille, c'est-à-dire que les enfants, eux, sont allés à l'école, espagnole. Donc, mon fils, 10 ans, il arrive, il ne parle pas un mot d'espagnol, et maintenant, c'est un petit espagnol. Il rigole bien quand c'est moi qui prends la parole. Et puis, c'était, en fait, je pense que c'était l'année là pour... on avait besoin pas d'exploser nos barrières mentales, mais un petit peu quand même, parce que moi, je pensais que j'étais plus capable d'apprendre une langue étrangère. On pensait que c'était peut-être difficile de gérer nos activités en étant un peu plus loin. Et puis c'est quand même toute une organisation familiale. Et donc, mais voilà, on a relevé le défi et on s'y plaît énormément. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que tu es une femme pleine de ressources, parce que la dernière fois qu'on s'est vu à Bordeaux, tu m'as dit, oui, en fait, je suis en train de créer une BD en espagnol. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu, comment c'est venu l'idée? Et voilà, ce qui est génial c'est ça aussi, quand on commence à être créatif, je pense que tout le monde est créatif. C'est après, on utilise ou pas ce muscle-là, cette capacité-là. Et je pense que quand on commence à être créatif, tout devient possible. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, hop, l'idée vient, ça germe, puis hop, on y va. Et plus on expérimente, et je pense que c'est vrai, exactement ce que tu expliques par rapport à la carte mentale. Au début, on ne sait pas trop faire, on n'ose pas, on va faire un crayon qui ne ressemble pas à un crayon. Enfin, et au fur et à mesure, on amplifie, ça fait des décors, on peut faire plein de choses, etc. Et donc, d'où est venue l'idée de créer cette BD? Je vais laisser te donner le nom parce que moi, mon espagnol n'est pas suffisant. En fait, j'ai un avatar que j'utilise dans toutes mes communications et qui partage ce qu'il vit, en fait. Peut-être que j'aurais pu te dire ça aussi. J'ai certainement accepté une partie de moi aussi grâce à cet avatar qui est moi, mais qui se permet peut-être un peu plus de choses que moi. Donc, je transpose sur le papier tout ce que j'ai envie de dire et de montrer là. Et donc, j'ai créé un personnage qui s'appelle Sofalda, qui a une salopette rouge à pois noirs. Vous aurez bien compris que ce n'est pas une salopette flamenca, mais presque. Et donc, en fait, quand je suis arrivée, en fait, je faisais beaucoup rire tout le monde parce que
Bon, les langues étrangères et moi, c'était pas forcément hyper évident. C'était des souvenirs de l'espagnol du collège. Au collège, j'avais convenu avec ma prof que je ne participerais pas à son cours à partir du moment où je commençais le cours en lisant le texte qu'elle nous donnait à étudier. Et puis après, elle me laissait tranquille. Donc, c'était un acte comme ça. Je m'entraînais, je lisais le texte à la maison, je revenais le lendemain, je lisais le texte devant tout le monde et c'était parti. Après, j'avais la paix. Mais bon, c'est pas vraiment comme ça qu'on apprend une langue. Hein. L'immersion, là, elle était un peu... Oui, il faut la pratiquer un petit peu plus, quoi. C'est ça, il faut la pratiquer un peu plus. Et je trouve, en fait, je faisais rire tout le monde. C'est-à-dire, Guillaume, lui, tu le mets dans n'importe quel pays, il va tout de suite baragouiner des mots et se débrouiller. Clémence, là, aujourd'hui, elle parle 6 langues. Et puis mon fils, lui, il arrivait, donc tout neuf. Bon, ok. Et puis moi qui baragouine, qui mélange les mots, qui fait plein d'erreurs en fait. Et je me suis dit, tiens, au lieu de me fâcher de ça, du fait que tout le monde rigole, je vais plutôt l'utiliser comme une force en me disant, eh bien, quitte à faire rire ma famille, et si je faisais rire un peu plus de monde. Voilà. Donc j'ai commencé à dessiner mes aventures. Et voilà ce qui m'est arrivé dès le début de notre arrivée en Espagne. Et puis, j'utilise évidemment mes compétences en pensée visuelle afin de transcrire visuellement finalement des connaissances culturelles, de comment on va parler, utiliser tel ou tel mot, etc. Pour faire des synthèses, vraiment des synthèses visuelles de ce que moi j'ai pu apprendre en fait. Et on est là sur un espagnol pratico-pratique, hein, c'est-à-dire c'est celui de tous les jours pour aller chercher vos légumes, au restaurant, la vie de tous les jours. Ouais. Et après, ça demande un petit peu de temps aussi de pratique. Mais du coup, voilà, j'ai créé cette BD qui s'appelle Sofalda. Des aventures de Sofalda. Elle va sortir, elle est disponible sur ton site. Je mettrai tous les contacts ensuite. Hein, mais... Sur mon site, pour le moment, il n'y a pas de projet d'impression pour le moment. Et en fait, je l'ai mise. En fait, c'est un abonnement où quand on s'abonne pendant 3 mois, on reçoit chaque semaine une planche des aventures de Sofalda. Donc, quand je dis une planche, c'est à peu près, on va dire, 7-8 pages à la fois d'aventures dessinées et puis de synthèse graphique pour l'espagnol. Ce qui est idéal pour quelqu'un qui veut reprendre l'espagnol, quelqu'un qui veut se détendre avec l'espagnol ou aussi un ado qui commence l'espagnol pour avoir un peu de notion du pays, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même plein d'idées. Et puis, en vivant dans le pays, finalement, c'est pas mal peut-être un peu de clichés et qui partent, en fait. Donc là, nous, on est à Valence et franchement, les gens sont adorables. Adorables. Vu ton sourire, je sais que tu t'y plais et tant mieux. Et c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que parfois il faut choisir, j'allais dire, de faire ce pas parce que on a toute tendance à imaginer plein de choses, alors qu'en fait, c'est pas si terrible que ça. Et quand on se donne les moyens de réussir, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent. Et comme tu viens de le partager, de tes erreurs, de tes errances en espagnol, mais tu as réussi à rebondir, en faire quelque chose qui est devenu une mascotte et qui peut peut-être permettre à d'autres de se dire, oui, voilà, c'est le cas de tout le monde, en fait. En plus, on n'apprend pas. C'est un peu les problématiques de l'éducation en France par rapport aux langues. Mais on n'apprend pas le pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on va traduire un truc alors qu'en fait, un enfant, il apprend la langue en immersion. Donc, je pense qu'on puisse être à l'aise aujourd'hui. Alors, je vois que l'heure tourne, Sophie, dans tout ce parcours. J'aimerais que tu nous partages, avant de terminer, de quoi tu es le plus fier, tout simplement. De quoi je suis le plus fière? Ah oui, c'est une question intéressante. Est-ce que j'ai la réponse là tout de suite comme ça? En fait, si, je peux te dire ce dont je suis le plus fière, c'est quand je vois les
les étoiles dans les yeux à la fois des élèves qui réussissent leurs examens parce qu'ils ont utilisé les bons outils, et puis les étoiles dans les yeux quand voilà, sur une fresque, ou quand quelqu'un vient de dire ah oui d'accord, ah ouais, ouais, c'est, et finalement ça va venir apporter de la discussion. Et oui, je pense de voir vraiment grandir les personnes que je peux accompagner, être amenée à accompagner, ouais. Merci, en tout cas, merci d'avoir pris ce temps. On s'était dit, ça y est, on a réussi à caler notre moment. Merci infiniment d'avoir pris ce temps précieux avec moi de retracer ton histoire, et ça m'a permis aussi de découvrir une partie de ton histoire que je ne connaissais pas forcément. Donc, merci infiniment pour ça. Je vais mettre toutes les infos, toutes les coordonnées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sophie peut intervenir sur des événements, donc pour des fresques, etc. Il y a des ateliers, il y a des abonnements, il y a plein de choses parce que c'est quelqu'un de très créatif et c'est un bouillon d'informations à l'intérieur de ta tête. Donc, du coup, ça permet aussi, voilà, c'est aussi une approche, je trouve, très simple et qui te ressemble tout simplement. Donc, c'est vrai que d'apprendre avec toi, ça peut être un vrai plaisir. Moi, je te connais comme ça. Je n'ai pas encore utilisé parce que ça me donne des idées aussi pour des ateliers avec des étudiants ou des choses comme ça, mais on en reparlera. Donc, merci infiniment. Merci à toi, Anne-Sylvie. Merci. Et puis, merci. Gros bisous. Bisous.